Ma mère m'a coupé les vivres parce que je n'ai pas soutenu le mariage en or de ma sœur, alors j'ai pris la maison et l'ai laissée sans abri. Ma mère devient un véritable cauchemar, et je ne peux plus le supporter une seconde de plus. Ses exigences grandissent de jour en jour, et j'en suis à mon point de rupture. Avant de prendre des mesures drastiques, je veux vérifier si je suis dans le bon. Je ne veux pas faire quelque chose que je pourrais regretter plus tard. Ma mère veut que moi, à 42 ans, je finance le deuxième mariage de ma sœur Ellie, qui a 37 ans. Pourquoi? Pourquoi mon père m'a-t-il laissé tout son héritage? Il avait ses raisons de le faire. Pourquoi aurait-il donné un centime à quelqu'un qui ne se souciait même pas de savoir s'il était en vie ou non? Ma mère a toujours été une femme égocentrique qui ne se souciait guère de moi ou de mon père. La seule personne qui comptait pour elle, c'était Ellie. Ma mère l'a traitée comme si elle était le centre de l'univers, réalisant tous ses désirs et besoins. Cela allait bien au-delà d'un simple favoritisme, c'était une obsession totale. Tout a commencé parce qu'Ellie est née avec un poids insuffisant et fragile, mais elle avait le visage le plus beau et le plus charmant, capable de faire fondre n'importe quel cœur. Ma mère s'est occupée d'elle de manière excessive, et cela n'a jamais changé, même après qu'Ellie se soit rétablie, et grandie et se soit mariée. Ma mère intervenait pour résoudre le moindre de ses problèmes, ne lui laissant jamais faire face aux conséquences ou assumer ses responsabilités. Ma mère faisait tous les devoirs d'Ellie si elle n'avait pas envie de les faire. C'est pourquoi Ellie n'a jamais terminé ses études, parce que ma mère la protégeait sans cesse. Ma mère l'a rendue si dépendante qu'elle n'a commencé à manger seule qu'au lycée. Jusqu'à ce moment-là, ma mère la nourrissait à la main. Ellie n'a jamais quitté la maison jusqu'à son mariage à 26 ans. Même après cela, ma mère ne l'a pas laissée tranquille. Elle l'appelait 4 ou 5 fois par jour pour lui demander ce qu'elle avait mangé, ce qu'elle portait pour un rendez-vous, etc. Plus elle recevait d'attention, plus je devenais invisible. Ce n'est pas que ma mère m'ait complètement négligé, elle pourvoyait encore à mes besoins quand j'étais enfant, mais j'étais toujours en 3e position sur sa liste de priorités, après ma sœur et elle-même. Ma mère se mettait même avant moi et mon père. Ses séances au salon de beauté étaient plus importantes que mes rendez-vous chez le dentiste. Elle oubliait souvent de venir me chercher à l'école parce que sa séance de spa durait trop longtemps. La seule chose positive, c'était mon père. Nous avions un lien spécial, et il voyait ce qui se passait. Nous avions des moments tranquilles ensemble, où il me donnait un peu plus d'argent de poche où nous sortions en cachette manger une glace, pour que je me sente vu et valorisé. Mais mon père était un homme très travailleur, donc il n'était pas souvent à la maison. Quand il y était, ma mère faisait tout pour détourner son attention vers Ellie. Avec le recul, je me rends compte que ma mère élevait Ellie pour qu'elle soit totalement dépendante d'elle, s'assurant qu'elle aurait toujours besoin d'elle dans sa vie. Comme les kangourous, qui portent leur bébé dans leur poche ventrale, que je crois qu'on appelle un marsupium. La seule différence, c'est que ma mère voulait porter un bébé adulte pendant un quart de siècle si elle le pouvait. J'ai quitté la maison au lycée parce que j'en avais assez de vivre dans son ombre. J'ai terminé mes études, trouvé un emploi et construit ma vie loin de la maison. Mon père s'assurait toujours de rester en contact, appelant ou envoyant des messages constamment, voyageant même pour me rendre visite quand il avait le temps. Ma mère, elle, m'écrivait de temps en temps, lors des fêtes ou de mon anniversaire, et regardait mes publications sur Facebook. Tout allait bien jusqu'à ce que tout change il y a 11 ans. Mon père est tombé gravement malade. Au début, cela semblait être un simple rhume qui ne voulait pas partir. Il a continué à vivre et travailler avec cette maladie pendant des mois sans la prendre au sérieux. Ma mère non plus n'a pas insisté pour qu'il consulte un médecin. Quand sa toux est devenue insupportable, il a fait des tests, et on lui a diagnostiqué une infection pulmonaire sévère. Je travaillais dans une autre ville quand nous avons appris la nouvelle, et je suis immédiatement rentré chez moi. Cela m'a brisé le cœur de le voir allongé seul dans sa chambre pendant que ma mère et Ellie étaient sorties se faire une manucure. Mon père a fondu en larmes en me voyant. Il est resté à l'hôpital une semaine, et ma mère ne lui rendait visite que quelques minutes par jour. Je précise qu'elle ne travaillait pas et aurait pu rester à ses côtés, mais elle avait un emploi du temps chargé entre la beauté et le sport. Il est sorti de l'hôpital 2 jours plus tard et s'est vu assigner une infirmière. Littéralement, ma mère n'avait rien à faire à part passer du temps avec lui, mais c'était déjà trop pour elle. Le jour où je suis revenu pour être auprès de mon père, elle a agi comme si elle était surprise de me voir, voulant me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée. Je l'ai discrètement réprimandée pour avoir laissé mon père seul à la maison. Elle a dit qu'elles étaient parties faire des courses. Elle m'a menti en face, il était évident, vu leur apparence, qu'elle sortait d'un salon de beauté. Ellie était déjà divorcée et vivait chez ma mère. Son premier mariage n'avait duré qu'1 an. Ce n'est pas que ma mère ne se souciait pas du tout de mon père, elle n'était pas cruelle, mais elle était trop égocentrique. Tout le monde passait après Ellie et elle-même. Elle vivait dans son propre monde. Elle restait avec mon père, mais elle passait son temps à poster des stories, faire des soins de peau ou discuter avec Ellie.
Elle laissait tout à l'infirmière et ne voulait pas bouleverser sa routine quotidienne. Quand j'ai rendu visite à mon père pendant une semaine, en voyant son état et la négligence de ma mère, je ne pouvais pas le laisser seul. Bien que je sois retourné au travail après une semaine, je ne pouvais pas accepter qu'il ait besoin de moi. Peu après, j'ai appris que son état était critique. J'ai immédiatement démissionné, invoquant une urgence familiale, et je suis rentré chez moi. Je suis devenu son principal aidant et ai demandé à ma mère et à lui de m'aider. Le plan était que nous nous réunissions tous pour l'accompagner dans son traitement. Ma mère a essayé d'aider, mais elle n'était pas la personne la plus fiable. Elle oubliait de lui donner ses médicaments à l'heure. Si elle partait chercher une bouteille d'oxygène, elle s'arrêtait au salon de beauté et revenait après 4 ou 5 heures. À ce moment-là, je devais aller en chercher une autre. Pour elle, c'était un simple désagrément temporaire, comme s'il allait guérir à tout moment. Ellie était à peine présente, disant que c'était trop épuisant émotionnellement pour elle. Elle est même partie en vacances avec ses amis pendant l'une des pires périodes de mon père. J'étais celui qui restait à ses côtés, prenant soin de lui et lui tenant compagnie. Ma mère a commencé à s'inquiéter davantage lorsque son état s'est aggravé, mais c'était trop tard, et il a dû retourner à l'hôpital. Le voir se détériorer dans cette chambre d'hôpital a alimenté la colère silencieuse que j'accumulais depuis des années. Je ressentais que s'ils l'avaient emmené se faire examiner à temps, ils auraient peut-être pu le sauver. Quand papa est décédé, j'étais dévasté. Je suis parti de la maison le jour de ses funérailles et je n'y suis jamais retourné. Après sa mort, son avocat m'a contacté pour m'envoyer son testament. Dedans, mon père m'avait tout légué, la maison, les économies, ses biens, tout. Ma mère et Ellie n'ont rien reçu. J'étais sans voix. Je savais qu'il m'aimait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il les exclue totalement. Il a probablement vu comment elle l'avait traité dans ces derniers jours, et c'était sa façon de me montrer qu'il avait tout remarqué. Évidemment, ce testament a provoqué un scandale. Ma mère et Ellie étaient furieuses. L'avocat de mon père m'a raconté qu'Ellie avait littéralement hurlé contre lui lorsque le testament a été lu, affirmant que c'était impossible que son père ait fait cela. L'avocat l'a calmé en lui expliquant que mon père avait laissé des instructions claires pour que tout me revienne. Ellie n'a pas contesté le testament, mais elle m'en a voulu. Ma mère m'a appelé pour dire « J'espère que tu partageras l'héritage avec nous ». Après cette conversation, je l'ai bloqué. Pendant des années, je ne lui ai pas parlé, j'étais trop épuisé pour gérer cela. Elle a tenté tous les moyens pour me contacter, mais je n'ai jamais répondu et j'ai coupé toute communication. Je suis retourné vivre dans la ville où je travaillais, j'ai trouvé un emploi, je suis tombé amoureuse d'un collègue, je me suis marié et j'ai déménagé à l'étranger sans que ma mère ne sache quoi que ce soit. Il y a 3 ans, quand j'ai eu un bébé, ma mère est apparue chez moi, s'excusant et disant qu'elle voulait faire partie de la vie de ma fille. Elle a dit « J'ai vécu avec de la culpabilité depuis son décès. Je n'ai jamais pensé que ton père mourrait réellement. Si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec lui. » Elle avait cessé de prendre soin d'elle, disant que cela ne l'intéressait plus. Mais cela était aussi dû au fait que les séances au salon étaient chères et qu'elle avait perdu sa carte bancaire, comme elle appelait mon père. Elle a versé des larmes et m'a dit qu'elle voulait sincèrement être présente pour ma fille, et rien de plus. J'ai décidé de lui donner une chance. Au début, tout semblait bien. Elle appelait en vidéo pour voir mon bébé et m'envoyait des messages pour prendre de nos nouvelles. Mais cela n'a pas duré longtemps. Elle a commencé à me dire qu'elle avait des difficultés financières, espérant que je lui enverrais de l'argent, mais je ne l'ai pas fait. Il y a 1 mois, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle semblait joyeuse, presque euphorique, ce qui était inhabituel. J'ai tout de suite su qu'elle voulait quelque chose. Et j'avais raison. Elle m'a annoncé qu'Ellie se remariait et m'a parlé de l'importance de ce mariage pour elle après son premier mariage traumatisant. Puis elle a lâché la bombe, elle s'attendait à ce que je paie le mariage. Premièrement, Ellie et moi ne sommes pas en contact. Deuxièmement, après le testament de mon père, elle m'a clairement fait comprendre qu'elle me considérait comme une sorte de méchante, la sœur cupide qui avait volé l'héritage. Pas une seule fois, elle n'a cherché à prendre de mes nouvelles ou à entretenir une relation avec moi. Ma mère était choquée que je refuse. Comment peux-tu refuser? Tu n'as pas partagé l'héritage avec elle? Elle a accepté son sort, mais payer son mariage est quelque chose que tu aurais dû offrir de bon cœur, indépendamment de l'héritage. En tant que grande sœur, tu ne ressens aucun remords pour ta petite sœur? J'étais abasourdi par sa réponse. Quoi? Ma mère n'a jamais essayé de créer un lien entre nous, et maintenant elle veut que j'assume ce rôle de grande sœur? Quelle absurdité! Je lui ai dit très clairement que je ne paierais pas le mariage. Elle était furieuse, disant que c'était ma responsabilité puisque papa m'avait tout laissé. Elle a enchaîné sur les obligations familiales, sur le fait que je gardais toute la fortune familiale pour moi et qu'Ellie méritait ce bonheur. Je lui ai répondu que je ne devais rien à personne. Elle a alors essayé de me manipuler en disant « Quelles options avons-nous maintenant? Dis-moi. »
J'ai déjà versé la compte pour réserver la salle, engager les décorateurs et les musiciens, tout. L'invitation a déjà été envoyée avec le lieu de la cérémonie. On ne peut plus annuler. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'encore pire, elle s'attendait à ce que je paie une fête à laquelle je n'étais même pas invité. Quand je lui ai fait remarquer, elle a semblé comprendre à quel point cela sonnait mal et a dit que j'aurais dû être invité. Elle est restée silencieuse un moment, puis a ajouté « Nous pensions que tu serais occupé avec le bébé. C'est un long voyage avec un enfant en bas âge, avec le décalage horaire et tout, et peut-être que cela ne t'intéresserait pas, alors on a laissé tomber. Mais nous serions ravis que tu viennes. Tu n'as pas besoin d'invitation pour assister au mariage de ta sœur, non? Viens, ce sera amusant de se retrouver tous ensemble. » Je l'ai coupé immédiatement, je n'ai pas besoin de mots vides, je connais vos vrais visages. Elle m'a supplié de sauver sa réputation puisque les invitations étaient déjà envoyées. J'ai raccroché en lui disant que je ne leur donnerais pas un centime de l'héritage de mon père. Je pensais qu'elle abandonnerait, mais non. Elle a continué à m'harceler avec des messages manipulateurs et des notes vocales. Elle est même allée jusqu'à dire que si je ne cédais pas, il vaudrait mieux qu'elle coupe les ponts avec moi et fasse comme si elle n'avait eu qu'une seule fille. Franchement, je me fiche qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, vraiment. Mais son insistance m'a poussé à bout. Je lui ai laissé la maison malgré ce qu'elle avait fait à mon père. Je pense qu'il est temps qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Je veux lui envoyer un avis d'expulsion, mais j'hésite. Mon mari me dit que je dois être prête à faire face au jugement des gens si je vais jusqu'au bout. Expulser sa propre mère de la maison où elle a vécu pendant 45 ans n'est pas bien vu dans notre société. Peu de gens prendront la peine de connaître les détails, mais ils seront rapides à juger et à me traiter de cruel. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce trop cruel de la laisser sans abri? Mise à jour 1. Beaucoup m'ont demandé pourquoi j'ai laissé ma mère vivre dans la maison pendant 10 ans. Honnêtement, je n'étais pas prête à gérer le drame après la mort de mon père. J'étais brisée émotionnellement et j'avais tant de choses à régler. J'étais une femme célibataire de 32 ans, sans emploi ni direction, venant de perdre la personne la plus importante de ma vie. Alors, j'ai tout laissé tel quel et j'ai reconstruit ma vie. Maintenant, il est temps de tourner la page. J'ai donc fini par l'expulser, elle ne m'a pas laissé d'autre choix. Elle m'a harcelé de messages et de mails après que je l'ai bloquée partout. Elle est allée jusqu'à dire que si je ne payais pas le mariage d'Ellie, elle me renierait. J'ai envoyé l'avis d'expulsion. Sa réaction initiale a été de l'incrédulité, puis elle a dit « Personne ne peut m'expulser de la maison de mon mari. J'y ai vécu 45 ans, comment oses-tu penser que je partirais ?» J'ai répondu « Où étais-tu quand ton mari avait besoin de toi? En train de te faire les ongles. Tu devrais demander au salon de manucure de t'héberger, alors. » Je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que je ne reviendrais pas sur ma décision. Quand elle a vu que j'étais sérieux, elle s'est radoucie et a commencé à parler de sa vulnérabilité. Elle a dit, ***, où vais-je aller à mon âge? Comment vais-je subvenir à mes besoins? Je survis grâce à ma pension et en louant la moitié de la maison. Si tu m'expulses, où vais-je aller? ***. J'ai répondu, ce n'est pas mon problème, demande à ta fille en or de s'occuper de toi. Je lui ai donné 30 jours pour quitter la maison, et ce qu'elle ferait ensuite ne me concernait plus. Ma mère a compris qu'elle avait fait une erreur en me mettant au pied du mur pour financer le mariage d'Ellie. Elle a donc rapidement retiré ses demandes et a dit ***, si tu ne veux pas payer le mariage, ce n'est pas grave, on se débrouillera autrement. Mais s'il te plaît, ne m'expulse pas, retire l'avis d'expulsion. ***. J'ai répondu, ***, je ne paierai pas le mariage, et je ne retirerai pas l'avis. Je reprends simplement ce qui m'appartient. Je t'ai laissé vivre ici pendant 10 ans, et au lieu de m'en être reconnaissante, tu m'insultes et me manipules pour obtenir de l'argent. Tu ne t'es jamais soucié de moi, pourquoi devrais-je me soucier de toi maintenant? Tu as passé toute ta vie à dorloter ta fille en or, pourquoi me supplies-tu maintenant? Ta fille unique et préférée n'est-elle pas capable de s'occuper de toi? ***. Apparemment, mes paroles ont blessé l'ego d'Ellie, et elle a dit à ma mère de quitter la maison au plus vite pour venir vivre avec elle. Elle s'est vantée auprès de tout le monde qu'elle s'occuperait de sa mère et qu'elle n'avait pas besoin de ma charité. Ma mère a quitté la maison au 26e jour. J'ai engagé une agence pour la rénover et la mettre en location. Cela ne fait qu'une semaine, mais Ellie a déjà dû déplacer son mariage d'un jardin près d'une mairie avec un lac, ce qui a provoqué des remous dans le groupe familial. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle ni de qui que ce soit depuis, et honnêtement, je m'en fiche. Mise à jour 2. J'ai des nouvelles. Ma mère vit chez Ellie depuis l'expulsion, mais le drame familial ne s'est pas arrêté là. J'ai récemment appris que le mari d'Ellie n'était pas particulièrement enchanté d'avoir sa belle-mère comme colocataire permanente. Il en avait assez de ma mère qui, eh bien, restait fidèle à elle-même. Il était déjà furieux qu'Ellie ait gaspillé tant d'argent pour la réservation du lieu et d'autres dépenses liées au mariage. Apparemment,
il n'avait jamais voulu un grand mariage, mais Ellie l'avait convaincu en lui promettant que Jean paierait la majeure partie. Quand cela ne s'est pas produit, ils ont dû tout annuler. Changer de lieu et renvoyer des invitations a été une humiliation pour lui et sa famille. Et en plus de ça, Ellie a imposé sa mère envahissante sous leur toit. Qui voudrait ça? J'ai appris par un pas indiscret que le mari d'Ellie lui avait donné un ultimatum, soit elle se débarrassait de sa mère, soit il envisageait de se séparer. Après avoir entendu ça, j'étais quasiment certain que ma mère allait tenter de me contacter. Les semaines ont passé, et bien sûr, ma mère m'a recontacté en pleurant qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a supplié, disant qu'elle devrait aller dans un refuge si je ne faisais pas ce qui est juste en la laissant revenir dans la maison. Elle a joué la carte de la pitié, affirmant qu'elle était juste une vieille femme sans personne d'autre. Je lui ai répondu que j'étais désolé pour sa situation, mais que la maison n'était plus disponible, elle avait déjà été louée au frère d'un ami, et il y vivait désormais. Elle a hurlé au téléphone, m'accusant de l'abandonner et répétant « le sang est plus épais que l'eau ». J'ai finalement dit ce que je gardais en moi depuis des années. Astérisque, peut-être que si toi et Ellie aviez traité papa avec un minimum de respect, vous ne seriez pas dans cette situation. Qui sait, peut-être que papa serait encore en vie si vous aviez pris soin de lui. Vous l'avez tellement ignoré que cet homme a fini par s'ignorer lui-même, et sa santé s'est détériorée. Pour échapper à la toxicité de sa femme, il s'est noyé dans le travail et n'a jamais pris soin de lui. Astérisque. J'ai raccroché et pleuré pendant des heures. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, mon père m'a terriblement manqué. Des proches m'ont contacté, choqués que je laisse ma propre mère sans abri. Ils m'ont supplié de lui pardonner et de lui rendre la maison. J'ai tenu bon et coupé les ponts avec tous ceux qui ont essayé de me culpabiliser. Je sais que ses proches n'ont pas été témoins de la manière dont ma mère a traité mon père dans ces dernières années, ce qui explique pourquoi ils me voient comme la personne irrationnelle maintenant. Mais après tout ce qu'ils m'ont fait subir, je ne suis plus disposé à être leur filet de sécurité. Ma mère a fini par emménager temporairement chez un parent éloigné, mais son accueil là-bas s'amenuise. J'ai entendu dire qu'elle essayait de manipuler un autre proche pour qu'il l'héberge, mais à ce stade, elle a brûlé tellement de ponts qu'elle ne lui reste plus beaucoup d'options. Certains pensent que j'ai été trop loin, mais je m'en fiche. La maison, mon héritage et ma tranquillité d'esprit sont le fruit de mon amour et de ma loyauté envers mon père, qui m'a vu et m'a valorisé. Je chérirai toujours ce souvenir et je pourrai enfin avancer, sans culpabilité, en sachant que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour moi. S'il ne leur faisait pas confiance avec son argent, pourquoi trahirais-je sa mémoire en leur donnant ne serait-ce qu'un centime? Elle ne le mérite pas, n'est-ce pas? Si mon père ne voulait pas qu'elles aient son argent, je ne vais pas trahir ses volontés en le leur offrant. Mise à jour 3. J'aimerais dire que ce qui est arrivé à ma sœur n'est pas de ma faute, mais je mentirais. Même si ce n'est pas entièrement ma faute. Je vais expliquer ce qui s'est passé, et vous pourrez décider ce que vous en pensez. Après que certains membres de la famille m'ont traité de cruel pour avoir laissé ma mère sans abri, sans connaître toute l'histoire, j'ai fait un post public expliquant mon point de vue. Cela s'est avéré mieux que prévu, car je n'ai presque plus reçu de messages défendant ma mère, sauf une personne qui a dit que je devrais quand même l'aider. On ne peut pas plaire à tout le monde, j'imagine. Certaines personnes seront toujours aussi narcissiques que ma mère et ma sœur. Mais c'est là que les problèmes de ma sœur ont commencé, au lieu que la famille se retourne contre moi avec des fourches comme si j'étais Frankenstein et eux la foule en colère, ils se sont retournés contre ma mère et ma sœur. Et peut-être que mon beau-frère ne connaissait pas cette histoire, mais il a maintenant décidé de quitter Ellie. Je ne pense pas que l'on puisse blâmer cet homme, car s'il a appris à mieux connaître ma mère lorsqu'elle a emménagé chez eux, il a probablement imaginé un avenir sombre avec ma sœur, un avenir qu'il ne voulait pas. Il doit craindre qu'Ellie l'abandonne, tout comme ma mère a abandonné mon père pendant sa maladie. Donc maintenant, il n'y a plus de mariage. Et comme la maison appartenait à son fiancé, elle a dû partir. J'ai donc laissé deux personnes sans abri, une directement et une indirectement. Ellie vit actuellement avec ma mère, chez le parent qui avait hébergé ma mère. Sans surprise, c'est ce même parent qui m'avait supplié de pardonner à ma mère et de la laisser revenir dans ma maison. C'est plutôt hypocrite, sachant qu'ils veulent maintenant que ma mère et Ellie quittent leur maison. Mais même si certaines personnes pensent que je suis la méchante pour les avoir laissés à la rue, mon cœur ne s'attendrira pas. Être laissé sans toit et sans un sou est le minimum que ces deux manipulatrices méritent. Mise à jour 4. Maintenant, ma mère et ma sœur sont littéralement à la rue après avoir été mises dehors par le parent qui les avait hébergées. Voici un résumé, ma mère n'était pas satisfaite de sa nouvelle situation, surtout parce qu'elle devait partager une chambre et un lit avec ma sœur. Le parent qui les hébergeait ne leur facilitait pas la tâche non plus, les encourageant à trouver un travail et à se reprendre en main. Au début, ce n'était que de simples suggestions. Mais ma mère avait d'autres plans, elle voulait se rendre à la maison où vit maintenant le frère de mon ami et exiger qu'il les laisse y rester. Le pire? Elle voulait d'abord y vivre gratuitement, affirmant que c'était toujours sa maison.
Mais comme le frère ne les connaissait pas, il a refusé. Il payait un loyer et avait parfaitement le droit de décider qui pouvait y rester. Ma mère a alors proposé quelque chose comme $100 par mois, ce qui ne couvre même pas une fraction du loyer. Il a décliné et lui a demandé de partir, mais elle a cassé quelques petits ornements de jardin que j'avais achetés pour la maison. Il a appelé la police. Ma mère était déjà partie, mais quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai indiqué aux policiers où elle logeait. Ils se sont rendus sur place pour l'interroger après avoir trouvé son adresse. Ce fut la goutte de trop pour le parent qui les hébergeait, qui leur a alors dit qu'elle devait partir. Ma mère a supplié d'avoir quelques semaines de plus, mais le parent est resté ferme et leur a demandé de quitter immédiatement les lieux. Le plus drôle dans tout ça? Je connais tous ces détails parce que ce parent s'est plaint à quelqu'un, qui m'en a ensuite informé. Je devrais peut-être leur envoyer un message disant qu'ils devraient pardonner à ma mère et ma sœur et ne pas les laisser sans toit. Je doute qu'ils apprécient de recevoir un message pareil après ce qu'ils ont vécu avec elle. Aujourd'hui, ma mère et ma sœur vivent dans un refuge pour sans-abri depuis quelques jours. Je ne me moque pas des sans-abri, j'ai d'ailleurs aidé des personnes sans domicile dans mon nouveau pays. Mais s'il y a bien 2 personnes qui méritaient une bonne leçon, c'est elles. Elles vont enfin apprendre que la vie ne se résume pas au salon de beauté. Il existe quelque chose qui s'appelle le travail. Ma mère n'est pas aussi vieille qu'elle essaie de le faire croire, elle est dans la soixantaine. Quant à ma sœur, c'est une jeune femme en bonne santé qui peut parfaitement travailler. Elle pourrait s'en sortir si elle bougeait un peu et prenait leur vie en main. Mise à jour 5. Je ne ressens aucun remords, car aucun de nos proches n'a essayé d'aider ma mère et ma sœur. Même eux ont vu à quel point elles sont insupportables et méritent ce qui leur arrive, surtout parce qu'elles n'ont toujours pas fait le moindre effort pour changer. Les jours de salon de beauté et de tranquillité sont révolus, car d'après ce que j'ai entendu, elles ont l'air très négligées. Elles n'ont toujours pas de logement stable, bien qu'elles bénéficient officiellement d'une aide gouvernementale. Elles sont logées dans un hébergement social temporaire, censé aider les gens dans leur situation à se remettre sur pied. Mais même avec cette aide, elles n'ont toujours pas trouvé de travail. Je doute même qu'elles aient essayé. Je partage cette mise à jour parce que certaines personnes m'ont demandé si elles avaient tenté de revenir chez moi ou de vivre chez un autre proche. La réponse est non à tout. C'est tout ce que je sais sur leur situation actuelle.